Okay, we're going to continue now Bien, with the next panel. nous allons donc International engagement on passer forestry au governance. prochain panel sur l'engagement international And de la gouvernance with that, I'd like forestière to et introduce you to our j'aimerais next donc moderator, Ruth présenter Nogueron. notre Ruth is prochain a senior associate modérateur, in the Ruth forest Nogueron, program, and she splits her time between global associée forest senior au policy and programme Australia Forêt, Initiative. Ruth has conducted research Observation on forestière tribal globale et stakeholder initiative de and l'égalité forestière. multi-stakeholder partnerships in Elle a Canada, US, réalisé des Brazil, recherches, Mexico, a Peru, participé Guatemala, and à Guyana. des partenariats stakeholders avec le Canada, le Guatemala, le Brésil, le Mexique, le Pérou Thank you, Amy. et en Can you Guyane. hear me? Okay, Vous avez thank you la very parole. Vous much. m'entendez? And we're Très bien, merci. thank you. We're going to start with the second session of Je today. vais After this very interesting commencer first panel. après And this second session is a bit of a cette follow-up to séance the si intéressante. first Cette panel, and we're going to be séance looking parlera, at est en quelque sorte engagement la suite with de producers cette première forestry séance. Nous allons analyser l'engagement avec les We pays have producteurs four presenters. This is a liés truly à la virtual légalité. Nous avons hybrid, 4 hybrid intervenants. session. We have two presenters in person and two Il s'agit presenters d'une online. séance hybride, And first we're going to start with donc 2 Jennifer présentateurs en Conje. présentiel et 2 online. She is the Nous Assistant allons commencer Policy avec Jennifer Advisor with Conge, the USDA's directrice Forest International Program. assistance des She politiques des oversees programmes everything internationaux that du makes service the U.S. forestier service engagement with international forestry-related de l'US organizations, Forest. Elle travaille à including l'étranger, International Tropical elle Forest s'engage et est Organization, engagée avec ITFO, des organisations International internationales Center for the Conservation of Nature, IUCN, impliquées dans la Food and sylviculture, Agriculture Organization, the Asia Pacific Economic Union internationale de Cooperation conservation de la Council, nature as well et as the ECN, Forest Service Organisation participation in pour forest l'agriculture et policy change l'alimentation, processes la connected to the FAO, et le UNFCCC, Forum de coopération Pacific économique and CITES Asie-Pacifique, la agreements, PEC, and the ainsi SFARE que agreements. la Jennifer holds a SFS, master's degree in et également international affairs and development elle a un from master George Washington University. Take it away, de Jennifer, l'université and the George floor is yours. Washington. Vous avez la parole, merci. Merci Ruth, merci beaucoup pour cette invitation. Je m'appelle Jennifer Cognier. Je suis directrice du bureau du programme de services forestiers de l'USDA. Dans son programme international. Ma présentation aujourd'hui va essayer de donner une vue d'ensemble sur le commerce de GILAC. Beaucoup d'entre vous connaissent la coopération, la PEC, coopération Asie-Pacifique. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'aimerais vous expliquer le contexte. La PEC est un forum multilatéral de commerce avec 21 membres, comme vous pouvez le voir sur la carte, avec l'objectif de soutenir la croissance économique et la prospérité dans la région Asie-Pacifique, avec 2,9 milliards de personnes, ce qui représente 60% du GDP du monde. Nous avons 3 piliers. Libéralisation pour réduire les tarifs et améliorer l'environnement de commerce. Et un exemple est l'augmentation des processus de facilitation des affaires entre les différents pays. La facilitation des affaires permet de réduire les coûts et le temps entre les régions. Et cela inclut le soutien au développement et permet d'améliorer les politiques quand cela est possible pour le bien-être de l'intérêt public. Nous avons une carte de visite qui pourrait faciliter les déplacements de personnes entre les blocs et la coopération technique et économique. Malheureusement, nous avons essayé d'augmenter
et faciliter les commerces internationaux et augmenter au bénéfice de la région dans son ensemble. Nous travaillons avec des aspects liés à la lutte contre la corruption, à la formation, renforcement des capacités, protection environnementale, etc. Il est important de noter que tout le travail réalisé à la PEC est volontaire et avec les économies concernées dans la région. Il faut reconnaître que la production et l'extraction illégale affectent la région. En 2011, les ministres de la PEC ont créé un groupe d'experts pour lutter contre l'extraction illégale et les commerces associés, et GILAT. Actuellement, les pays sont responsables de 24% des forêts mondiales et contribuent 54% des forêts mondiales et contribuent à hauteur de 43% des produits forestiers. Les GILAT est l'un des seuls forums internationaux qui lutte contre l'extraction illégale de bois. Prochain slide. Voici une photo de notre groupe d'experts faite en février 2022. C'est une plateforme pour renforcer le dialogue et les politiques et partager des règlements et de nouvelles technologies, actions des forces policières et d'autres initiatives réalisées par les économies, les sociétés et les industries. Les efforts ne viennent pas seulement des industries, mais de ministères, des affaires étrangères de différents pays. Les agences forestières doivent faire face à la complexité de l'extraction illégale de bois avec des actions visant à intégrer d'autres ministères pour renforcer ce thème. C'est un forum intergouvernemental et dans chaque réunion, nous avons différentes ONG qui participent, qui représentent leur communauté. Dans notre workshop, nous essayons d'impliquer des ONG. Nous avons également des projets en cours en termes de formation, de renforcement des capacités, des projets financés donc par la PEC ou directement par les économies participantes. Ce sont des projets petits qui correspondent à environ 15 000 $ par projet. Bon, nous avons besoin de créer une banque de données pour avoir un dialogue intergouvernemental. Le premier document produit est la base pour une compréhension commune sur le fait que nous devions avoir des règlements communs et importants pour lutter contre l'extraction illégale. For businesses, government, and civil groups on what constitutes legal and illegally logged. Jennifer, I need to interrupt you. I'm very sorry. We're hearing Portuguese in the English channel. Désolé. Okay, that's okay. Sorry about that, Jennifer. No worries at all. So the second major initiative was an agreement by members to fill out a timber Donc, legality guidance template for their la deuxième initiative est une tentative d'élaborer un template pour clarifier davantage les choses, apporter davantage de transparence pour les groupes de la société civile et pour le gouvernement en ce qui concerne l'extraction illégale dans l'économie de la PEC. Pour certaines économies, ce fut la première fois que les différentes législations et réglementations importantes ont été consolidées en un seul document pour avoir un portrait fidèle de ce qui constitue une étape dans l'économie du bois. Donc, pour suivre l'exemple des États-Unis, 10 économies ont déjà conclu leurs templates.
Egilate se focalise sur la période 2019-2021 pour comprendre les questions que le secteur privé affronte. Ça inclut des actions de soutien, des ressources, des financements, des activités réalisées, une recherche menée auprès des entreprises du secteur privé. Nous avons quelques conclusions et recommandations de cette recherche. Pour ceux qui travaillent sur cette question depuis plusieurs années, rien n'est surprenant. Mais ce que la recherche a fait, c'est renforcer la compréhension sur les défis que nous avions à relever, sur également la vérification des certificats, vérification de l'authenticité de ces certificats, sur le manque d'informations également, du local d'abattage, sur le renforcement des capacités des entreprises également, et petites et moyennes entreprises en ce qui concerne la réglementation et les outils pour garantir la traçabilité et les diligences nécessaires. Nous pouvons trouver également d'autres éléments sur le rapport online. Je vous invite à le consulter. J'aimerais ici souligner que les recommandations sont directement liées aux actions que nous sommes en train d'adopter. Et les recommandations du rapport ne sont pas seulement destinées à Egilate, mais à tous les acteurs concernés par la lutte contre l'extraction illégale de bois, principalement en ce qui concerne le renforcement des organisations. Beaucoup d'outils ont été développés par les organisations internationales, avec la société civile, avec l'industrie. Les informations, malheureusement, sont souvent fragmentées et beaucoup d'outils ne sont pas encore connus. En coordination avec l'unité politique d'APEC, nous avons fait un ensemble mis en place. Nous avons mis en place un ensemble d'outils qui pourraient être utilisés dans ce combat. Outre la recherche, nous avons réalisé des ateliers avec la société civile et le secteur privé pour parvenir à des solutions et voir comment IDPEC pourrait soutenir nos efforts dans ce domaine. Et l'une des recommandations est que tout d'abord, il faut sensibiliser les gens sur les technologies et les outils disponibles. Il y a également un besoin de sensibilisation sur les meilleures pratiques, un besoin également de renforcement de capacités pour les micro et petites entreprises. Il nous faut encourager les gouvernements également en ce qui concerne les différents cadres juridiques et utiliser les ressources du Converge. Il y a un rapport disponible online. Et finalement, Egilate met en œuvre les politiques suivantes de 2022 à 2024, qui va élargir certaines recommandations déjà mentionnées. Certaines activités incluent une foire technologique en février 2023 pour exploiter des marchés et des technologies qui pourraient être utilisées pour améliorer la mise en place de ce cadre légal, ce cadre juridique, et aider l'industrie dans le commerce du bois légal. Également des outils d'investigation et un inventaire de cadres légaux dans la région, des leçons apprises à partir des différentes approches. Et nous aurons un atelier donc au cours de 2023 pour discuter des leçons apprises et des opportunités visant à améliorer le Converge. Nous aurons également plusieurs initiatives de formation, différentes études et ateliers de formation. Voilà, et je conclus
ma présentation. Thank you, Jan, for that very interesting Merci introduction to Aguilar, some of the conclusions, and you were pour right on cette time. introduction intéressante Our next, et speaker merci is, Laurie Dubree. pour avoir respecté le She temps. is an attorney with the Notre Department of prochain Natural Resources intervenant est Division, Laurie, Law and Policy Section of avocat the US Department of Justice. de la She science is des the lois et lead politiques de la coordinator division d'environnement et des of the ressources Corporate naturelles Justice du Unit département de of justice Human Rights des Watch. États-Unis The depuis 20 2014. Son portefeuille inclut les 2019 questions criminelles, loi droit des victimes, amendement de la loi de Lacey de 2008, immigration illégale, trafic de bois, de bleu, minière, développement de capacités intergénérales, commerce et questions législatives. Elle a obtenu un certificat en droit environnemental de Tulane University, faculté de droit, et également MSPH de l'Université Tulane, faculté de santé publique et de médecine tropicale. I'm going to leave it right here. Okay. Okay. Thank you. So, good morning, good afternoon, good evening. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Merci à WRI pour l'organisation de cet événement avec un groupe si divers de parties prenantes et également j'invite le département de justice des États-Unis. Je travaille au département de justice américain et dans la division des ressources naturelles pour lutter contre l'extraction illégale de bois et les commerces associés. Et certains aspects, peut-être que vous ne connaissez pas, comme l'approche du département et comment cette approche évolue au fil du temps. Tout d'abord, première diapo. Voici un système que vous connaissez tous, avec ces différents nuages associés aux crimes environnementaux, extraction illégale du bois, association de malfaiteurs, crimes organisés, de nombreux concepts déjà discutés depuis le début de la semaine de la légalité forestière. Donc, trafic de la vie sauvage, extraction illégale de bois, etc. Comment la vision de notre département sur ces questions et comment ces questions sont-elles comprises globalement? Il semble qu'il y ait un certain vide à ce sujet. Et il n'y a jamais eu de discussion sur l'intégration de ces concepts. L'approche du département, parallèlement à la communauté globale, est de regarder l'ensemble et de voir toutes les interconnexions. L'approche doit être interconnectée pour lutter contre l'extraction illégale de bois et contre la déforestation. Ce concept réellement est devenu une priorité à partir de 2007 quand le Financial Integrity, l'organisation Financial Integrity a publié son rapport sur les crimes environnementaux, le mettant à la première place et l'extraction illégale du bois constituant le quatrième crime le plus lucratif, suivi trafic de la vie sylvestre, C'est un engagement de politique très important pour les États-Unis et aussi pour nos partenaires internationaux dans la lutte contre ces crimes. Finalement, le décret présidentiel
pour les forêts et pour les économies locales. Et là, on dirige l'attention à la déforestation et le département de justice soutient cela. Alors, avant de continuer, je voudrais parler à propos d'un autre point sur d'autres collaborations internationales pour souligner l'importance des accords commerciaux et aussi d'autres relations avec nos contreparties dans d'autres pays. Comme vous savez, dans l'accord de commerce du USMCA, États-Unis, Mexique, Canada, l'accord entre les États-Unis, Mexique, Canada, il y avait des questions aussi liées à la pollution et comme résultat, le département d'État et d'autres agences fédérales ont reçu le financement du représentant américain de commerce pour cette partie donc de l'accord de commerce. L'année dernière, les États-Unis et le Vietnam sont arrivés à un accord pour l'investigation de commerce illégal de bois. Et dans cet accord, l'article 16, qui parle d'assistance technique, il y a l'engagement de formation pour des forces de police relevant du Vietnam pour combattre l'exploitation illégale de bois et le commerce. Il y a aussi l'accord avec le Pérou. Il y avait l'exploitation illégale. Il y avait cette coopération entre États-Unis et Pérou. Et l'année dernière, il y a eu la contribution dans un cas dont le gouvernement du Pérou a augmenté et a dépendu de cours internationales pour la solution de ce cas. Aussi, les États-Unis et le Brésil ont renforcé le groupe de travail contre la déforestation dans un groupe bilatéral de travail pour la fiscalisation et pour donc faire face à l'exploitation illégale de bois. Donc ça, c'est le département de justice et d'autres forces de police qui vont coopérer avec le gouvernement brésilien pour arriver à cet objectif. Donc, pour conclure, je voudrais parler rapidement d'où est-ce que nous capacitons et où ce processus de capacitation a le soutien d'agences de réglementation, de société civile dans les pays respectifs. En Afrique, nous avons des programmes de long terme, comme au Cameroun, au Gabon, dans la région Casa, au Mozambique et Namibie. Là, c'est où nous travaillons en Afrique avec nos services diplomatiques. Aux Amériques, nous avons l'Amazonie, dont nous dirigeons l'attention à l'exploitation illégale, mais aussi au trafic de la vie sauvage et minération illégale et orpaillage illégal. Aussi au Guatemala et Honduras, en 2023, qui va diriger l'attention dans des actions plus larges, comme l'exploitation illégale, déforestation, liées à des commodities d'agriculture, comme ça a été mentionné avant, la pêche, exploitation illégale de bois, et aussi le trafic de la vie sauvage. Au Mexique, on essaye d'avancer avec le département de justice américain pour travailler les cas de la pollution et trafic de ressources naturelles. En Asie, nous avons un programme avec le conseiller juridique pour travailler le trafic de la vie sauvage à l'ambassade de Laos. Nous avons aussi un programme en Indonésie, Vietnam et on veut élargir en 2023-2024 pour l'Inde, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Philippines. Et pour conclure, je voudrais
dire que c'est un investissement de long terme pour les États-Unis et la construction de ces rapports prennent beaucoup de temps et surtout pour voir les résultats. Mais ça fait partie d'une stratégie de long terme pour avoir la garantie que la légalité globale liée à l'exploitation illégale de bois et produits dérivés du bois soit garantie. On croit qu'on va annoncer d'autres choses au futur. Ils sont développés, sont en cours de développement en ce moment et on ne peut pas encore les diffuser. Mais nous augmentons notre capacité pour avoir un programme plus robuste, plus compréhensible. Et il faut avoir une partie importante aussi liée à l'intelligence qui va travailler 24 heures par jour et qui sera très important pour le programme de façon générale. Et on aura la possibilité de soutenir d'autres agences et d'autres réseaux. Vous avez mon mail, mon WhatsApp. Je suis à votre disposition pour parler plus si vous voulez. Merci beaucoup. Thank you very much, Lori. It's a cliffhanger now, right? Waiting Merci, for Laurie. very exciting news coming up from Nous attendons maintenant les prochains chapitres. Coming up next, we have Paolo Cerruti. Donc, He's a forest, and we're gonna shift à the suivre Paolo conversation Solucci, to, other les parts of the world. ingénieurs forestiers. On va Paolo is a forest sortir des working États-Unis, on on passe à d'autres sustainable parties management du of monde. tropical production forests, Les ingénieurs forestiers qui travaillent avec la gestion durable des forêts tropicales pour la certification and the timber trade. forestière et chaîne de valeur du bois. Il est à Nairobi en ce moment. Il a travaillé avec CIFOR et Yaoundé au Cameroun de 2004 à 2012. Paolo, il a un doctorat en gouvernance gouvernementale par la Crawford School of Economics d'Australie, de l'Université nationale d'Australie, et aussi il participe du suivi à partir du ministère des Affaires étrangères de Florence, Italie. Merci. Ma présentation c'est à propos de ce qui a été fait par rapport à cette évaluation de santé. Prochain slide, s'il vous plaît. Nous avons eu plusieurs rapports élaborés. Je vais juste enlever l'image parce que, et à cause de mon image, l'Internet ne fonctionne pas très bien. Les pays sont listés. Et là, il faut voir de quoi ça dépend, le processus, et combien de force on met dans chaque point et le temps. Ça, c'est important quand on fait attention aux impacts dans les pays. Et il y a plus de 10 ans que nous avons la possibilité d'évaluer. Donc, il faut considérer le contexte local à chaque fois. Vous pouvez voir la division des pays. Nous avons des partenariats pour faire ce document. Et il y en a 3 qui n'ont pas encore signé ni approuvé. Ils sont toujours en cours de négociation. Nous sommes intervenus en 2019 et 2021 avec ces évaluations d'impact dans les pays respectifs. Ce que vous voyez en bas ici, ce sont les résultats et j'aimerais que vous puissiez comprendre un petit peu comment le processus fonctionne. Bon, voilà, là, ce sont tous les indicateurs de chaque pays et qui va montrer donc la situation avant, après et après la contribution du VPA pour changer cette situation. Donc, quand nous évaluons, par exemple, un indicateur, et quand vous êtes dans la phase
initiale ou finale, ça dépend beaucoup de chaque pays. Là, on ne compare pas les pays entre eux, mais quel est l'impact de façon générale pour chaque pays? Donc, je crois que ça a été déjà mentionné avant. Là, c'était essentiel, ces VPA étaient essentiels pour l'amélioration de la pour la création de standards. Tous les pays, indépendamment du niveau et indépendant du niveau d'engagement, ont donc augmenté dans toutes les étapes. Bien sûr que pour chaque pays, il faut voir ce qu'on analyse. Pour quelques pays, c'est encore vrai cela. Ils sont résistants à des changements. Quelqu'un parlait de corruption, la non-transparence. La traduction demande pardon, mais le son coupe beaucoup. Nous avons des difficultés à traduire. La traduction demande pardon. Donc, par rapport à la recommandation à long terme, pour essayer de changer le système, un point très important, pas seulement en termes de gouvernance, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de discussions entre les agences. Beaucoup de coordination, donc, entre les agences, beaucoup de discussions, des accords généraux pour que cela puisse se produire sont récents et concernent les processus VPA. Nous cherchons nous voyons que ce que nous allons faire dans l'Union européenne en termes de réglementation, parce que le bois est lié à l'histoire de la forêt. C'est un thème qui concerne de nombreux ministères et si cela est fait sans coordination, ce sera un problème pour les producteurs. Également, il y a eu une amélioration claire sur la manière de travailler du secteur forestier. Voilà, en ce qui concerne ce qui est fait, comment cela est-il fait, et un des points faibles, il y a 2 points faibles identifiés. Tout d'abord, les produits d'exportation, dans ce cas-ci le bois, il y a toujours eu un problème Nous nous excusons, mais l'audio de cette personne est très mauvais et il coupe en permanence. Donc, les producteurs artisanaux en Afrique, donc il faut porter une attention toute spéciale pour ne pas polariser le marché. Dans le cas contraire, l'impact sera négatif sur les petites entreprises des pays producteurs. Dans de nombreux pays, il y a eu une amélioration de la qualité des micro et petites entreprises. Les personnes commencent à comprendre qu'il faut améliorer les chaînes de valeur classiques. D'autres secteurs thématiques que nous avons testés, dont nous avons testé les impacts, pardon, le premier étant un aspect clair pour VPA,
pour les pays producteurs. Donc, il y a des signes qui montrent que les relations forestières s'améliorent. Timber and get it out and export it. And that's very important, especially for a multi-commodity future where there will be Un aspect important relatif à l'importation principalement, quand nous aurons une série de considérations à faire avec un ensemble de fonctions reconnues au niveau national, la coopération entre les agences sera chaque fois plus importante. L'impact la question des moyens de subsistance est difficile à évaluer, principalement en ce qui concerne l'extraction du bois et leur concession. Cet impact ne pourra être évalué qu'après un ensemble d'actions. I see on my action. The connection is not very good. I'm very for the. Malheureusement, ma connexion n'est pas très bonne. Je m'en excuse encore. La traduction également présente ses excuses car nous avons de grandes difficultés pour pouvoir faire cette traduction. Pour vous montrer ici les impacts qui ont lieu à différents niveaux, impact sur la gouvernance, sur l'effectivité. Ah, je pense que nous avons perdu la connexion. Voilà, nous avons totalement perdu Paolo, apparemment. Ah, il fait face à une tempête chez lui, apparemment, qui affecte donc la connexion. Je pense que donc qu'il vaut mieux passer à la prochaine présentation. Paolo avait pratiquement fini. Nous allons passer à Alexandre Benjamin, qui est dans la salle. C'est une activiste de gouvernance forestière dans une ONG qui souhaite que l'Europe travaille en faveur des forêts. Durant la dernière décennie, elle s'est impliquée avec des petits producteurs, des ONG, des gouvernements, pour réaliser des campagnes et des recherches scientifiques sur les forêts et sur les droits humains en Europe, au Ghana, en Inde et aux États-Unis. Outre sa fonction actuelle, elle travaille pour ouvrir des hospices pour les peuples de la forêt en Europe et renforcer la gouvernance forestière internationalement en se focalisant sur l'Afrique occidentale. Alex. Merci. Je m'appelle Alexandre Benjamin, je travaille à la Fern. Il me semble que... Ah, apparemment, la présentation de Paolo et la mienne sont bien complémentaires. Donc, j'espère qu'il pourra revenir, mais d'ici là, j'espère que ma présentation pourra renforcer ce qu'il était en train de dire. Donc, je vais maintenant vous parler
de la législation forestière, la gouvernance, le plan d'action et également des accords de partenariat volontaire. Et nous allons examiner certaines options pour l'avenir. Nous avons examiné donc les accords de partenariat volontaire. Nous voulions répondre au LGT de la Commission européenne et de l'EUTR de l'Union européenne, à la consultation publique donc. Et pensons que des voix non européennes, malheureusement, étaient peu représentées. Nous avons eu environ 170 réponses qui disent ce qui devrait se passer à l'EUTR, au plan d'action. Je pense que cela n'est pas suffisant. Donc, Paolo mène également des recherches qui démontrent les principes des accords de partenariat volontaire. Et avant la publication de sa recherche, nous avons mené une recherche avec des consultants pour essayer de trouver certaines perspectives par rapport aux pays développés et les VPA. Donc, les trois parties de l'étude, tout d'abord, l'impact des VPA, la connexion entre le plan d'action et la réglementation proposée par l'Union européenne pour les produits ne provenant pas de la déforestation et également d'autres défis en termes de changement climatique. Nos participants hors d'Europe sont très peu représentés. Et la plupart de ces participants et des personnes interrogées voient les VPA comme contribuant à la création d'un secteur forestier durable avec des pratiques plus justes et différentes visions et définitions réussies. Au niveau européen, il faut souligner le succès d'une VPA examinant le volume de bois illégal et le nombre de permis autorisés. Ceci est une manière différente de procéder pour mesurer le succès et la réussite d'une activité. Ils pensent qu'il faut vérifier la réduction de l'extraction illégale, mais également les améliorations en termes de gouvernance. Nous avons tous ici mentionné l'importance de la gouvernance, que ce soit pour lutter contre la corruption, en termes de traçabilité, en termes de gouvernance, et il faut clarifier davantage les législations. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'un outil pour le commerce, car nous avons obtenu des résultats en termes de développement et au niveau économique. Beaucoup de personnes interrogées ont souligné que pour que la réglementation européenne soit réussie, il faut développer la gouvernance. Et la version finale doit être publiée d'ici peu, mais compte tenu des propositions qui seront acceptées, nous ne savons pas comment cela va se concrétiser. Donc, nous avons examiné les interactions entre le plan d'action et la nouvelle réglementation. Et les personnes qui ont répondu ont souligné qu'il y a un problème.
car le bois n'est pas un produit agricole. Selon nos perceptions, c'est dommage que le bois ait été inclus dans la proposition de l'Union européenne, car la chaîne n'est pas comparable aux chaînes agricoles. Bon, définir, identifier une dégradation est une chose très complexe, mais ceci est fondamental pour que la réglementation obtienne du succès. Donc, il faut que l'Union européenne soit un partenaire international et, bon, les VPA ne peuvent pas être mises de côté. Hein, ce sont des accords contraignants. Mais comme partie de la réglementation, le Green Lane pour les produits forestiers, donc, rendant possible l'abrogation des permis, pose cette question. Comment travaille la gouvernance en démontrant que la chaîne d'approvisionnement a été transformée dans le pays en question? Et comment les pays peuvent exporter du bois légalement et également consommer du bois internement, sur le plan interne? Ils ont parlé également de l'importance de maintenir l'Union européenne comme un bon partenaire. Mais il y a des questions liées à la confiance également qui sont en jeu. Ils essaient de savoir si les motivations européennes et les investissements proposés soulignent l'utilisation de structures avec de nombreux acteurs, comme par exemple les comités de mise en œuvre conjointe, impliquant de nombreux pays, et ils veulent que la société civile et les gouvernements travaillent ensemble pour couvrir l'ensemble du marché. Il faut qu'il y ait donc des encouragements clairs pour amener les gens à la table de négociation. Donc il faut souligner qu'il y a des problèmes d'encouragement offerts. Bon, les pays producteurs et les pays pensent que les permis n'ont pas été vendus correctement. L'accès aux appels d'offres dans les pays européens n'est pas clair également. Ils pensent qu'ils reçoivent des bénéfices économiques suffisants et ils sont en train de perdre le plus grand encouragement qu'ils ont pour renforcer leur législation nationale. Donc, que devons-nous faire? Les pays, il faut qu'il y ait au sein des pays une volonté pour garantir que le déboisement soit réduit globalement et non pas seulement le bois exporté vers l'Union européenne. Il faut parler également des processus effectifs qui doivent être adoptés sur le plan interne. L'une des personnes dit qu'il faut commencer à accepter que les politiques de déboisement et les chemins concernés que nous voulons pour les producteurs, pour les pays producteurs, doivent être plus transparents et avec une participation de la société civile et du secteur privé. La légitimité de l'Union européenne sur les processus nationaux doit se baser et coordonner à différents endroits. Nous avons maintenant un plan ambitieux à l'Union européenne, mais en vérité, la quantité de bois qui partait à l'Union européenne a été réduite. La plupart, il y a beaucoup de produits qui sont exportés vers les pays asiatiques. Donc, nous parlons ici de légitimité de ces projets. Quels sont les 3 défis concernant le plan d'action? Comme je l'ai déjà dit, le rôle est diminuer l'extraction illégale
Nous avons également un déclin de l'importance de l'Union européenne dans le commerce global de bois. Nous avons une augmentation de la fatigue et du flag, principalement les acteurs européens, spécialement avec l'Union européenne. Abandonnés par le Royaume-Uni, nous avons un problème. Nous n'avons plus une action multilatérale. Donc, certains points ici de la société civile et accords avec des pays qui participent au VPA. Il faut encore lutter contre l'extraction illégale. Ces processus sont très importants pour le secteur forestier de manière générale. Certaines solutions, avant de clôturer ma présentation, nous avons examiné avec des consultants 6 solutions pour l'avenir des VPA. Le premier est intégrer les VPA dans des politiques beaucoup plus larges et avec des engagements internationaux, que ce soit des accords climatiques ou d'autres accords internationaux connectant les permis dans un système de benchmark avec une réglementation visant zéro déforestation. Nous voulons également revisiter les modèles minimums pour les VPA pour souligner la durabilité, mettre les VPA. Et ce que nous avons trouvé dans nos études, c'est que nous voulons revisiter et souligner l'aspect de durabilité, car il y a une certaine confusion par rapport à cela, car le système de sécurité visant à garantir la certification était incohérent. Et la définition de la déforestation par l'Union européenne était différente. Des discussions qui avaient lieu avec l'Union européenne depuis un certain temps. Le quatrième point est mettre les VPA et des accords similaires pour les produits agricoles au centre des partenariats avec l'Union européenne. Le cinquième, nous l'avons déjà évoqué, faire face aux aspects en termes de ressources humaines, aux questions de financement et aux quantités de financement qui existent. Les pays du VPA en ont déjà parlé depuis 2003. Nous avons, les VPA existent. Si vous n'avez pas la volonté de financement, rien ne va se passer. Le sixième, encourager la reconnaissance globale des permis et des licences à travers des systèmes d'équivalence. De nombreux partenariats ces dernières années ont participé à un processus de multiples stakeholders pour commencer à analyser une reconnaissance plus large du marché. Donc, il souligne l'importance d'une coordination et nous aurons possiblement une déclaration future à ce sujet. Nous avons un autre slide et je vais m'arrêter là. Nous avons un lien entre les différentes solutions, nous en avons déjà parlé, intégrer donc le FLEDGE entre les différents espaces politiques au benchmarking et options politiques. Donc, je vais m'arrêter là. Voici mes coordonnées, alexandre.fern.org, et j'espère que nous pourrons avoir la présentation qui a été interrompue. Oui, merci. Paolo est revenu, donc nous allons essayer d'avoir sa présentation. Il avait pratiquement terminé. Paolo, peut-être, pouvez-vous continuer d'où vous êtes arrêté? Oui, oui. Je n'avais qu'une diapo à vous montrer. Nous allons croiser les doigts pour que tout se passe de la meilleure manière possible. Bon, je poursuis. Donc, il y avait 2 points principaux que je voulais signaler dans la dernière diapo. Un, concernant, et bon, je suis d'accord, nous allons vers un monde concernant les produits d'une manière plus large,
j'ai quelques problèmes. Comment cette coopération sera-t-elle faite? Nous avons souligné certains points au cours de cette recherche. Par exemple, les processus liés à la réglementation du bois va devenir plus compliqué car il y a d'autres produits qui existent. L'impression que j'ai est qu'il y a un mouvement de la communauté internationale pour chercher. Excusez-nous, mais l'audio est en train de couper encore. Nous comprenons que l'objectif final doit être celui, mais nous ne devons pas baser tout ce processus sur un unique point. Il y a de nombreuses conséquences et la principale que nous avons identifiée est que nous pouvons avoir des impacts non attendus, inattendus, avant et après tout acte ou remise. Il est important donc dans la phase de traitement d'identifier cela avec une remontée d'informations comme cela se produit dans n'importe quel pays de VPA. Ceci est très important. Il ne suffit pas de regarder un produit spécifique. Le problème de cette logique est que comment pouvons-nous identifier différents changements et différents impacts et différents résultats qui ne se produisent pas de manière claire ou qui ne sont pas tangibles. Je pense que les systèmes nationaux sont fondamentaux dans ce sens-là. Il y a très peu de systèmes de collecte qui soutiennent les engagements nationaux sur n'importe quel produit. Nous parlons ici des aspects juridiques, bien sûr, mais cela pourrait être autre chose. Et il faut... Et le suivi, donc, est très important. Mais la clé, c'est l'apprentissage. Nous avons besoin de comprendre comment nous pouvons apprendre davantage de ces processus. Il y a des impacts négatifs, comme je l'ai déjà dit. Et il faut qu'il y ait une action immédiate en cas d'extraction illégale de bois et non pas intervenir 5 ans plus tard. Donc, il faut qu'il y ait une synergie entre les différents acteurs. Cela existe déjà dans différents pays, mais il faut qu'il y ait beaucoup plus, car cela permettra d'éviter les impacts négatifs en ajoutant de nombreux produits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour conclure cette présentation si intéressante. Nous allons maintenant passer aux questions. Y a-t-il des questions? Y a-t-il déjà des questions dans la salle? Je vais demander l'aide d'Alex et de Laurie pour cela. Il y a quelques questions adressées à Laurie avant de commencer sur le rôle donc de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre le crime organisé international. Il y a des actes liés donc à la protection également des délateurs. Et la question est la suivante, Laurie. Comment les États-Unis analysent ces conventions pour
de lutte contre le crime organisé et les outils pour protéger les témoins en ce qui concerne l'extraction illégale de bois. C'est incroyable. Nous allons commencer par les crimes transnationaux. Nous avons inclus cela dans notre programme d'action internationale en termes de partage d'informations. Donc, ceci est un aspect clé pour les pays qui n'ont pas d'accord avec les États-Unis, mais qui parviennent à partager des informations. Donc, soulignons ceci comme faisant partie de notre formation et comment travaillons-nous avec ces parties qui n'ont pas d'accord. Bon, en termes de pratiques de corruption externe, ceci n'a pas été une partie fondamentale du programme, mais j'en parlerai plus tard en termes de protection des témoins. Pour comprendre la légalité et les modèles utilisés par les États-Unis, spécialement en ce qui concerne les forces policières. Bon, réellement, la protection des témoins est un thème assez complexe que nous n'avons pas encore abordé. Merci. J'ai une question par rapport au groupe de travail entre les États-Unis et le Brésil, par rapport à la déforestation. Moi, je ne suis pas de la Nature Conservancy. Chine doit être peut-être le plus grand pays qui demande soja et viande du Brésil. Et c'est bien de savoir qu'il y a ce groupe de travail entre le Brésil et les États-Unis, mais je suis curieuse pour savoir comment est-ce que le groupe travaille, comment est-ce qu'il est composé et qu'est-ce qui est attendu en termes de résultats qui peuvent servir de repère pour la Chine. Le groupe de travail a été annoncé en juin, donc nous sommes dans le processus d'établir le groupe et comprendre les choses que chacun peut fournir. Donc, on est en cours encore avec des actions spécifiques pour combattre la déforestation illégale dans l'Amazonie légale. Aux États-Unis, alors, nous avons le département de justice, la protection de frontières, la douane, le service de vie sauvage, le service forestier, le Trésor, le FBI et d'autres autorités américaines qui sont impliquées. Mais quand on regarde l'accord, c'est plus large que la déforestation. Il y a donc trafic de la vie sauvage, minération illégale et du côté brésilien, les contreparties aussi sont engagées. Donc, nous sommes en cours d'établissement de ce groupe de travail, mais je crois que l'objectif, là, c'est de concrétiser les contributions américaines et brésiliennes. Et pour que le groupe puisse donc travailler en collaboration. En examinant les rapports de travail existants entre les deux pays déjà, mais il y a un compromis de plus haut niveau entre les deux gouvernements pour travailler cette question. Encore une fois, une question pour Paulo par rapport au système des indicateurs que vous avez pour évaluer le processus de VPA. Vous avez parlé à propos de l'utilisation de recherche et relevé de données pour établir les avancements ou déterminer quel est le progrès réalisé. Et je voudrais savoir si vous utilisez des informations basées sur des données ou des informations
avec un biais plus petit et comment ce processus alimente l'apprentissage dans la mise en place de VPA. Lars? Une question pour ceux qui veulent répondre. La certification du FSC a été créée quand il n'y avait pas de relations gouvernementales. Donc aujourd'hui, ça s'est renforcé et ceux qui veulent répondre, quel est le rôle et le rapport de la certification? Le contexte a changé beaucoup si on considère que le contexte a changé beaucoup. Donc, qu'est-ce que le FSC doit faire? Donc, je vais passer la parole au panel. Hi, I think you can hear me now. So I'm going to let Paolo respond first about types of data. We've also done a lot of Je analysis. vais laisser que Paolo puisse parler à propos de types de données. Nous avons fait plusieurs analyses de VPA et c'est difficile de mesurer les avancements de gouvernance qui est la base de ce type de mécanisme. Mais je vais le laisser répondre. Quand nous parlons de certification, nous disons que la certification va nettoyer la salle et les VPA vont nettoyer la maison. Donc, c'est un outil. On ne veut pas dire que ça doit être utilisé. Quand nous parlons de réglementation proposée par l'Union européenne pour des produits libres de la déforestation, en tant que la due diligence, quand nous parlons de la certification, nous avons beaucoup de problèmes avec la certification à la pointe et aussi des résultats. Pour qui, pourquoi. Donc, ce que nous disons, c'est que ça ne va pas remplacer la due diligence, mais ça peut remplacer, ça peut aider à nettoyer le système un petit peu. Bon, toujours que possible, nous vérifions. Mon dernier point par rapport à ce système national, c'est une réponse en partie à votre question. Nous cherchons, nous voyons que c'est difficile de mesurer en tant que statistique nationale. Même dans le système forestier, ce n'est même pas un secteur, c'est dans le secteur agricole. Donc, quand les gens travaillent dans le système forestier, c'est difficile d'avoir des données. Et c'est pour ça que c'est très difficile, dans quelques cas, d'avoir ce contrefait, ça veut dire cette information secondaire. Mais dans plusieurs cas, nous avons vu que les résultats étaient très solides. Merci, Paolo. J'ai une question pour Jen. Qu'est-ce que les membres de la EGLAT, qu'est-ce qu'ils essaient de faire en tant que coordination avec d'autres gouvernements, comme des gouvernements européens, par rapport à la réglementation et l'exploitation illégale de bois, commerce illégal de bois. Donc, avant de répondre, je voudrais parler à propos de la certification. Je suis d'accord que la certification est un des plusieurs outils qu'on peut avoir et c'est un outil que le secteur privé essaye d'utiliser en tant que traçabilité. Et pour avoir une vérification des troisièmes, je ne crois pas que ce ne soit pas mis à jour. Je crois que ça a sa place entre les différentes initiatives. Mais là, c'est vraiment trouver des façons d'avoir toutes ces initiatives en collaborant au lieu d'être en compétition les unes avec les autres.
Bien sûr que l'Union européenne ne fait pas partie de l'APEC. Nous avons déjà eu des représentants du processus de VPE qui participaient aux réunions pour partager qu'est-ce que l'Union européenne faisait. C'est un marché global et l'Union européenne est intéressée par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, nous sommes connectés avec eux. On essaie d'être toujours à jour par rapport aux avancements et on les invite souvent pour qu'ils puissent partager les expériences. Par rapport à votre question sur l'état de droit, la PEC, elle va coordonner avec le groupe de combat à la corruption et il y a plusieurs études qui démontrent que l'exploitation illégale et les opérateurs sont aussi impliqués avec la drogue ou des armes. Donc, nous réalisons des groupes de travail pour discuter les routes commerciales et nous cherchons aussi d'autres moyens de réaliser la traçabilité. Jen. Paolo? Paulo, juste pour ajouter que pour moi, c'est une question très importante, pas seulement à cause des différents systèmes, mais par rapport au benchmarking, ce qu'on veut faire à propos de zéro déforestation. Là, c'est quelque chose qui essaie d'apporter ce que nous avons de mieux dans une trajectoire de A à Z. Mais dans le benchmarking avec les pays, je veux être sûr que ça ne couvre pas un pays de façon générale. Sinon, on peut causer des dommages à ceux qui essayent de faire leur mieux dans un pays. Et là, ça peut être n'importe quoi, comme des petites entreprises jusqu'à des grandes entreprises Paolo. ou d'autres opérateurs du secteur privé. Merci. Are there any more questions? D'autres questions? For both Paolo and Jen and Lori. Une question à Paolo, Jen et Laurie. I was interested, Paolo, specifically from you, but also the others, to hear about any specific ideas. Paulo, j'aimerais savoir de vous et des autres aussi, si vous avez des idées pour intégrer les leçons apprises pour la nouvelle réglementation de la déforestation et les efforts d'autres pays. Est-ce que vous croyez qu'il existe des points de connexion? Et là, je demande en tant qu'académicienne, qu'est-ce qui a plus de sens? Et peut-être Jen et Laurie aussi ont des commentaires par rapport à établir des objectifs qui ont un sens et qui peuvent être suivis. Thank you, Tina. And if I can add just to that question. Merci. Et je voudrais aussi ajouter que je suis curieuse par rapport aux opportunités des organisations de la société civile, que ce soit incorporé dans les normes politiques et dans les processus de décision. Qui c'est qui veut commencer? Paulo, Laurie, Jen? Yes, Tina, for the action plan itself, now the exercise that we have been Pour conducting. le plan d'action soi-même, du Fletch, l'exercice actuel, c'est d'établir un système de suivi d'évaluation qui soit alimenté par les informations disponibles. Et cela est utilisé par la Commission européenne. Donc, je crois que ça va être public. Ce n'est pas qu'un exercice, mais pour moi aussi pour comprendre les besoins de ceux qui font les politiques publiques. Alors, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour intégrer ces leçons? Donc, comment intégrer ces connaissances
et l'évaluation du plan. Là, on voit que la Commission, elle travaille dans ce sens. Mais par rapport aux multiples commodities, je ne sais pas si ça va être viable ou s'il y a des solutions techniques pour pouvoir donc fournir ces contributions à ceux qui développent les politiques. Et sinon, il n'y a pas d'autre façon de travailler, soit avec les pays producteurs, soit avec des pays consommateurs. Je vais voir si Jennifer va parler d'abord. Donc, la question de comment la définition et les apprentissages par rapport à la société civile et aux ONG, comment elles sont prises en considération par les gouvernements et ceux qui développent les politiques. Dans mon contexte, dans l'APEC, c'est ça? Oui, Paula a démontré clairement que on met l'accent sur des choses plus larges qui ont des impacts plus grands. Et je voudrais savoir si avec ce point-là de politique, des discussions sur ces politiques, si on peut avoir une façon de penser pas par pas, penser plus abstracte. Il y a quelque chose de comment est-ce qu'on peut aller plus loin, qui soit plus facile de suivre, et qu'est-ce que la société civile pourrait faire pour stimuler l'apprentissage ou prendre en considération ces apprentissages. Donc, dans le cas de l'APEC, notre association de condamnés, l'exploitation illégale de bois, là, on n'est pas alignant. Donc, ça veut dire que sur ce point-là, le travail que nous faisons à l'APEC essaye de comprendre mieux quels sont les problèmes et les raisons et comment l'industrie s'adapte à cela, comment ils essayent de résoudre le problème et comment se passe le commerce du bois illégal. Et dans les réunions que nous avons faites avec l'ITTO, la tendance et la raison dont nous invitons tous à chaque fois, c'est que toutes les études que vous faites, tout le travail que vous faites d'enquête dans ces questions-là, ils sont très importants. Donc, notre groupe, il est assez petit pour que nous puissions avoir une relation entre les personnes qui sont dans la salle et qui réfléchissent et qui sont influencés par ceux qui développent des politiques des pays. Donc, c'est un groupe petit et qu'il y a la confiance pour partager des expériences, avoir des garanties des pays. Donc, je crois que ce type d'environnement facilite l'application de ces apprentissages, l'engagement avec le secteur privé, si nous avons des publications, et le partage de ces publications. Ça va mettre l'accent sur le processus de ces façons de penser. Donc, j'espère pouvoir répondre quelques-unes de vos questions et c'est ça. Merci. Merci, Yann Dory. Le département de justice de notre parti, nous ne sommes pas dans ce sens-là. Nous sommes dans la fiscalisation et un des éléments clés que nous avons appris, c'est l'information, la compréhension de comment le système est violé aujourd'hui et comment ils vont contourner le système. Parce que des fois, nous n'avons pas les mêmes niveaux d'accès à l'information que vous avez. Et donc, les rapports et l'information qui est produite par l'IEA ou WRI dans tous les aspects nous aident à comprendre comment cette chaîne de production aide à développer des mesures contre le crime organisé. Merci, Alex.
Oui, je voudrais juste ajouter quelques points. Donc, la justice demandait des rapports. Comme vous savez, l'Union européenne essaie de planifier un plan d'action contre la déforestation. Nous sommes partis de cela. Il y a aussi des partenariats plus larges de coopération. Et la tendance que nous avons vue jusqu'à présent, c'est que la plupart des partenariats doivent avoir une définition plus claire par rapport au financement et pas nécessairement avoir des nuances par rapport à la gouvernance. Donc, il n'y a pas beaucoup de détails jusqu'à présent. Donc, pour moi, je soulignerais l'importance de la société civile et des ONG par rapport aux apprentissages et pour montrer quels indicateurs doivent être travaillés pour que toutes les réglementations aient du succès. Donc là, c'est une partie et je dirais aussi qu'il y a un appel plus fort de la société civile pour diriger les financements pour des petits fonds. Et ça doit être transmis à des différentes ONG. Parce que Paulo a dit que peut avoir des impacts négatifs dans des pays producteurs. Et ça serait une solution d'une certaine façon. J'ai plusieurs idées, mais si vous voulez parler plus à propos de ça, tard, je suis à votre disposition. Merci Alex, merci Laurie, merci Jen, Paolo, merci pour vos présentations. Je remercie vos questions. C'est un panel très intéressant et avant notre déjeuner, nous avons appris les efforts du gouvernement américain d'engager et soutenir la loi et le droit avec on a vu aussi la coopération de la PEC, les résultats d'évaluation et des recherches de l'IPA 2.0. Donc, je passe la parole encore une fois à Amy.